Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, vous le savez peut-être, c'est un magazine dans lequel nous recevons des invités sur le plateau, nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, nous les mettons sur la table pour tenter d'en débattre avec eux. L'actualité dans le pays reste dominée aujourd'hui encore par ces blocs entre d'un côté Martin Fayulu Madidi et Joseph Kabila. Une marche est convoquée pour les 6. Va-t-il participer à la marche? Est-il pour ces nouveaux blocs? On parlait de ça. On revient aussi sur ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée. Certains commencent déjà à partir. Hier, Deli Sesanga a claqué la porte de l'Union Sacrée. Katumbi n'a pas encore donné sa position. On reviendra aussi sur plusieurs autres questions d'actualité de l'heure. Notre invité, c'est un habitué de nos plateaux, c'est M. Alain Bolodja. M. Bolodja, bonjour. Bonjour, bonjour en tout cas à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Vous n'étiez pas à Kinshasa, moi je croyais que vous étiez à Bassan-Koussoua, où tu as l'habitude de nous envoyer des images. Cette fois-ci, il n'y a rien, hein? Non, mais je vous ramène plutôt les images des Kikwit. Ah, vous étiez à Kikwit, voilà. J'étais à Kikwit, on a fait pratiquement 6 jours. Je suis revenu le dimanche. On a essayé d'aller rendre visite à nos jeunes frères, à nos enfants qui étudient. Fort malheureusement, les enfants n'étaient pas à l'école. On a essayé de faire dedans des cahiers, des stylos. Là, c'est en tant que qui? En tant que Bolodja, parti politique? Effectivement, en tant que Bolodja, parce que j'avais pris la résolution. Chaque fois qu'on achètera mes livres, je prendrai 40% des revenus pour faire de dons à des écoles. J'ai fait beaucoup de dons au niveau de l'Équateur. J'avais décidé de faire le Kasaï, le Bandundu, le Congo central. Et comme je n'avais pas assez de moyens, le fait tellement que la vente a repris, je commence par le Bandundu, j'ai fait Kwilu, je ferai Maïndombe et le Kasaï, et puis je verrai comment aller au niveau du Congo central. Tu as un ouvrage donc sur le marché? Effectivement, forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Moulaïboué, forêt congolaise? Conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Non mais c'est quoi, tu parles de quoi? Ça tombe après nommer parce qu'à l'heure où nous parlons, Tshisekedi est à Glasgow en train de négocier dans le cadre des climats. Si vous parlez des forêts congolaises, vous le savez, nous sommes deuxième poumon en termes de forêt après l'Amazonie. Qu'est-ce que vous apportez à ça et comment voyez-vous la diplomatie des climats que le président Tshisekedi est en train de mener à ce moment ici à Glasgow? Bon, j'espère que cela ne va pas vous surprendre. M. Félix Tshisekedi n'est pas en train de négocier. Il est en train d'accompagner ceux qui négocient, voyez-vous, parce qu'il faut déjà comprendre que nous ne sommes pas considérés dans ce domaine, bien que nous détenons, nous sommes comme les deuxièmes poumons de tout ça. Nous détenons plus de 150 millions d'hectares de forêt, mais nous sommes loin d'être capables de négocier avec le faiseur de roi aussi. Là, c'est la faute de qui? C'est la faute de Tshisekedi? C'est la faute de notre diplomatie? Non, c'est la faute. C'est une situation de toute l'Afrique, non? C'est la faute de la République et surtout de l'Afrique. Fort malheureusement, parce qu'aujourd'hui, par rapport au bassin du Congo, nous qui sommes premiers, nous dépendons du Congo-Brazza qui ne vient qu'en deuxième position. Et pourtant, nous qui sommes géants de la forêt du bassin du Congo, fort malheureusement, nous n'avons pas mis en place un mécanisme capable de nous permettre de négocier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne bénéficions même pas. Parmi le mécanisme de flexibilité qui ont été fixés par les organisations internationales sur le réchauffement climatique, nous n'avons eu qu'à bénéficier d'un seul projet, IBI, vers la route au niveau du plateau. Jusque-là, on n'a pas encore d'autres bénéfices. C'est vrai qu'au niveau du RED+, on a pu mobiliser quelques miettes, mais fort malheureusement, cela ne répond même pas aux besoins de développement. Et pourtant, nous jouons un rôle prépondérant dans la question du réchauffement climatique. Mon livre, effectivement, parle des enjeux écologiques mais économiques également, parce que nous semblons donner plus l'impression que la forêt n'a qu'une fonction écologique. Non, c'est vrai. L'enjeu écologique a tendance à dominer sur l'enjeu économique. L'enjeu écologique a tendance à dominer sur l'enjeu économique. Mais ce qui est vrai, les populations riveraines attendent à ce que cette forêt
qui regorge de richesses fauniques ainsi que floristiques, arrive effectivement à booster l'économie ou sinon à faire en sorte que la population puisse vivre le mieux-être. Oui, dans un pays où on dit que les gens ne lisent pas, d'ailleurs on dit que vous voulez cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Vous dites quand même que vos livres sont vendus. Non, mais effectivement, les livres sont vendus. Bon, c'est vrai, pas à la proportion voulue, mais ce qui est vrai, si vous arrivez déjà à vendre 500 ou 1000 livres, c'est déjà quelque chose de bon. Il ne faut pas seulement attendre à avoir beaucoup d'argent pour commencer à mener des actions. C'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas bénéficié de l'assistance des autres, mais je crois qu'il y a ceux-là qui en ont vraiment besoin. Parce que lorsque nous avons tenté de distribuer ces cahiers, j'ai vu qu'il y avait certains parents qui n'avaient même pas commencé la préparation pour la rentrée scolaire. Nous avons pu vendre plus de 500 livres. Ça nous fait pratiquement, au niveau de Kinshasa, les calculs de Kinshasa, ça nous fait pratiquement 10 000 $. Et si vous prenez 4 000 $ pour les autres, j'ai plus gagné que perdu. Allez, Alain Mouloudja, je vous ai fait venir pour qu'on parle un peu de l'actualité. Je sais que vous n'êtes pas des Lamouka. Vous avez votre idéologie à vous, mais vous voyez les choses un peu de temps en temps, comme Martin Fayulu m'a dit. Il y a un bloc politique qui s'est formé ici, qui appelle à manifester le 6 contre le président Tshisekedi et contre ce qui se passe à la CENI. Première question, est-ce que vous soutenez la marche du 6 novembre prochain? Oui et non. Oui et non. En fait, le problème, c'est que nous sommes en politique. Et en politique, par moment, lorsqu'on est en face des pouvoirs tels que celui de M. Félix Tshisekedi, il y a certaines alliances contre nature qui se font justement pour essayer de mutualiser les efforts. Alliance contre nature? Effectivement, des alliances contre nature. C'est comme ça que vous qualifiez l'alliance Fayulu et Kabila? Non, mais il n'y a pas d'alliance, fort heureusement. Il n'y a pas d'alliance. Monsieur Martin Fayulu, que je soutiens, était invité par l'Église catholique et l'Église protestante. Il y a eu de convives comme M. Kabila ainsi que M. Moïse Katumbi, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont en alliance. Il y a, si on Kabila que vous avez longtemps soutenu quand même, hein? Effectivement, je l'ai soutenu, mais je ne le soutiens pas. Parce que j'ai compris que il a. Et pourtant, vous avez promis de les soutenir même quand il sera plus au pouvoir. Non, j'ai promis de soutenir. Vous juriez à l'époque. Non, les images sont là, Alain Mouloudja. Non, mais c'est ça. Vous avez dit même quand il sera pas au pouvoir, je soutiendrai Kabila. Non, je n'ai pas parlé de Kabila. J'ai parlé des idées, les idées forces. Le kabylisme n'est pas lié à la personne de Kabila. J'ai soutenu certaines idées et j'avais d'ailleurs dans cette émission fixé l'opinion sur la question. J'avais dit je soutiens l'idée des grands travaux qui ont été articulés dans le programme des 5 chantiers et la révolution de la modernité. J'avais insisté sur le fait que je ne soutenais pas la personne, mais plutôt les idées, parce que les hommes passent, les idées restent. C'est comme aussi, il y a des gens qui soutiennent Kimbangu, mais le kimbanguisme, mais qui ne soutiennent peut-être pas, qui n'ont jamais connu Kimbangu. Donc on doit faire la part de choses entre le monde des idées et le monde des individus. Je n'ai jamais soutenu Kabila, je l'ai dit. Revenons sur ce qu'on disait. Donc, on parlait de la marche du 6. Vous dites c'est bon, c'est aussi mauvais. Pourquoi vous étiez en train de nous expliquer ça? Bon, j'ai dit, lorsqu'on est en face, oui, effectivement, lorsqu'on est en face d'un pouvoir tyrannique, parce que M. Félix Tshisekedi a connu une ascension terrible, il a quitté le pouvoir despotique à un pouvoir tyrannique, il veut s'imposer par la force. Et donc, il y a des gens qui ont peut-être qui n'ont pas la même approche, mais qui peuvent se mettre en place ensemble justement pour essayer de résoudre un problème épineux tel que la dictature ou sinon la tyrannie qui s'installe. Là, ils peuvent par moments se mettre ensemble. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que se mettre ensemble, quels que soient les objectifs, il faut que vous ayez plusieurs éléments en commun. Parce que lorsque vous mettez en balance ce qu'il y a en commun entre Martin Fayulu et M. Kabila, personnellement, je ne vois pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas le même système de valeurs. Mais il faut reconnaître aussi M. Kabila en tant que le géniteur du monstre que vous appelez aujourd'hui le pouvoir, ou sinon l'union sacrée. Il a la possibilité, il a l'obligation historique, avant d'espérer être pardonné, de défaire ou sinon de maîtriser son monstre et de permettre à l'État de connaître une certaine évolution, parce que nous ne pouvons pas accepter lui qui a occasionné la forfaiture électorale, qui a détourné la volonté de plus de 18 millions de population, puisse aujourd'hui parler... Le monstre dont tu es question, c'est qui? C'est le régime de Tshisekedi? C'est Tshisekedi? Non, mais c'est un régime monstre.
c'est un régime sanguinaire, c'est un régime terrible. Non, attendez, les mots sont graves. Sanguinaire. Non, mais peut-être que vous ne sentez pas... Félix n'a pas les sangs entre les mains, ce régime n'a pas tué les Congolais. Ah bon? Et vous pensez pour tuer les Congolais, il faut seulement prendre l'arme directement. Ce qui s'est fait dans la partie Est, c'est pire. Lorsque vous complotez avec ceux qui tuent le Congolais, vous êtes un sanguinaire. Je ne parle pas de M. Félix Tshisekedi. J'ai dit ces régimes qui donnent l'impression d'être au service du Rwanda. Parce que ce que nous voyons dans la partie Est, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment inadmissible. Comment un pays peut-il soutenir les ennemis de son peuple? Ça, c'est très grave. Et devant cette réalité, je crois qu'il y a possibilité que M. Kabila puisse s'amender en cherchant à maîtriser son monstre. Mais je ne vois pas M. Martin Fayulu se mettre ensemble avec M. Kabila pour chercher... Donc vous allez exonérer Kabila. Vous aurez la possibilité d'accepter cette alliance des circonstances entre Kabila et Fayulu seulement dans l'optique où Kabila qui a créé ces monstres a la possibilité de les défaire. Non, mais vous allez lui pardonner s'il arrive à défaire Tshisekedi et son régime. Probablement. Mais ce qui est vrai, c'est que M. Kabila mérite aussi être jugé, justement, pour que nous arrivions à rétablir les équilibres au niveau sociétal. Parce qu'il y a plusieurs Congolais qui sont victimes de ces actions et nous ne pouvons pas, à notre niveau, le pardonner sans qu'il passe par la justice. Mais je disais ceci, par rapport à la dynamique qui s'est créée, déjà, il faut préciser que ce n'est pas Martin Fayulu qui a invité Kabila, le contraire non plus. Ce sont les églises qui ont eu à inviter M. Martin Fayulu, le président Martin Fayulu. Il a répondu à l'invitation, mais il y avait des convives qui sont venus justement pour répondre à la même invitation. Ce sont les églises qui les ont mis ensemble pour justement essayer de mutualiser leurs efforts. Mais ce qui reste maintenant, c'est de définir le cadre fonctionnel pour qu'ils arrivent à nous dire comment vont-ils travailler en synergie. Déjà, la première action commence les 6, hein? Vous ne me répondez toujours pas. Est-ce que vous serez dans la rue? Est-ce que vous soutenez? Sans déjà se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. M. Kabila, c'est vrai, il est réputé comme quelqu'un qui a toujours tendance à respecter ses engagements avec les partenaires. Mais il en a combien? Est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il vise réellement le mieux-être de la population? Est-ce que ce n'est pas par souci de chercher à se créer de l'espace justement pour caser ces lieutenants et permettre à ce que ces derniers puissent arrivent à sécuriser ses intérêts? Nous ne voulons pas voir M. Martin Fayulu avec M. Kabila. S'ils vont le faire sans nous. Voilà pourquoi nous attendons plutôt la convocation du bloc patriotique que nous a promis, au lieu de nous amener dans... Donc si Kabila répondait positivement à l'appel du bloc patriotique, vous refusez, vous n'allez pas participer parce que Kabila est venu? Qui va l'inviter? Je ne pense pas que... Non, Martin Fayulu, c'est un appel à tout le monde. Non, mais sauf il a appelé tous les Congolais. Sauf à Kabila. Non, il n'a pas dit dans son discours sauf à Kabila. Non, mais il y a les non-dits. S'il avait dit, eh bien, donc il m'a exclu. Là, je ne viendrai pas. Parce que moi, j'ai déjà eu à soutenir la vision portée par M. Kabila. Il a tellement déçu. Et avec ces gens qui se comportent par moments comme des adeptes, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent amener de nouveau. Ce qui est vrai, M. Martin Fayulu a démontré à la face du monde qu'il était suffisamment populaire. Il a la possibilité de mettre tout le monde d'accord. Il suffisait seulement de lancer l'appel, d'inviter plutôt ceux qui sont pétris de valeurs patriotiques, qui veulent voir les changements. Ils sont nombreux. Il y a le papa... Moubake qui sont là, Albert Moleka, il y a Apareko, il y a Peuple Mokondi, ils sont nombreux des organisations qui peuvent nous accompagner ou qui peuvent l'accompagner justement. Tout sauf Kabila. En tout cas, tout sauf Kabila. Je préférerais même FCC, mais sans Kabila. Non, mais vous ne répondez toujours pas à ma question. Le 6 Bolodja soutient, le 6 Bolodja sera-t-il dans la rue? Non, mais je l'ai dit clairement. Non, vous ne l'avez pas dit. Tant que Kabila sera partie prenante, je ne viendrai pas. Donc à la marche des 6, on ne peut pas compter sur... Tant que Kabila sera partie prenante, je ne viendrai pas. Non, mais c'est un problème personnel là maintenant. Non, mais ce n'est pas un problème personnel. Tantôt vous dites c'est un problème d'idéal. Devant des objectifs tendant à lutter contre un régime des despotes ou plutôt un régime tyrannique, c'est vous qui le dites, vous comprenez des alliances contre nature. Et tantôt vous dites que plus que Kabila, c'est dire une chose et son contraire. Non, je vous ai donné le principe, mais je vous ai donné également mon point de vue. Voyez-vous? Moi, personnellement, je considère que le péché commis par M. Kabila, les 10 janvier 2019, ne peut être pardonné que s'il arrivait à défaire le monstre que lui-même a créé.
tant qu'il ne l'a pas fait, je le considère comme partie prenante dans ces jeux de ping-pong. Et je ne peux pas me donner le luxe d'aller vers Kabila. Vous savez, il a été difficile au peuple de me pardonner le péché que j'ai eu à commettre, de faire confiance à cet ancien régime. Et aujourd'hui, je ne peux pas prendre les risques d'aller boutiquer quelque chose contre le peuple avec M. Kabila. Sincèrement, je ne vois pas Kabila comme solution. Je le vois plutôt comme problème. Et voilà pourquoi, nous, dans notre logique, nous prenons plutôt pour la révolution. Parce que dans la révolution, M. Félix Tshisekedi et M. Kabila seront en prison pour avoir détourné la volonté du peuple. Non, mais quant au fond, là c'est la forme, sur ceux qui disent faire reculer le président Tshisekedi, dépolitisation de la CENI, dire non à ce qu'ils appellent forfaiture dans l'affaire des délits Kadima. Vous pensez que le fond peut être compréhensible, qu'on peut comprendre le fond de la démarche? Exactement. Sur ce point-là, sincèrement, il faut reconnaître que aucune conscience sérieuse, aucune personnalité qui a encore sa conscience intacte peut soutenir ce que M. Félix Tshisekedi fait. Il considère tout le monde comme des lâches. Il n'y a que lui qui a les biceps. Il a la capacité de brimer, de mater tout le monde. Il veut nous imposer son dictat. C'est que moi, personnellement, je ne soutiens pas. Parce qu'il faut reconnaître que notre pays a besoin d'un changement. Et cette fois-là, un changement radical. Lorsque vous trouvez M. Félix, c'est que déjà par rapport aux nominations, il nous amène le tribalisme. Ça, c'est un fait que d'aucuns semblent négliger, ne pas considérer. Et pourtant, ça crée déjà des frustrations au niveau sociétal. Il y a des communautés ou sinon des tribus qui se sentent frustrées. Justement parce qu'on considère que c'est une sorte d'envahissement. On veut nous imposer une philosophie. Et pourtant, nous avons tous signé le pacte social que nous appelons la Constitution pour justement essayer de donner la chance à la nation d'exister. Parce que si on fait la promotion du tribalisme, on ne va pas atteindre l'objectif. Nous avons plutôt le souci de faire la promotion d'un État-nation. M. Félix Tshisekedi n'investit pas assez. Et pourtant, dans la Constitution, on considère celui qui assume la fonction de président de la République comme le symbole de l'unité nationale. A-t-il fourni des efforts dans ce sens? Non. Au-delà de ça, il veut nous imposer l'immoralité. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des gens qui ont été choisis en violation de principes ou sinon du bon sens, et vous considérez que votre démarche est régulière. Et pourtant, nous savons tous que la démarche de M. Félix est loin d'être régulière. Lorsque vous mettez sur pied une commission dite paritaire qui n'est pas constituée des parties prenantes, lorsque vous choisissez quelqu'un qui n'a pas la qualité d'être membre d'une commission paritaire, une commission spéciale, vous le faites par la force. Lorsque vous faites partir quelqu'un qui a été choisi conformément à un texte d'un fait privé, parce qu'il faut reconnaître que les églises ne sont pas des faits publics, ce sont des faits privés. On fait partie Soni Kafuta pour remplacer Dodo Kamba, qui est aujourd'hui comme un kamikaze, vous le faites par la force. Lorsque celui-ci bloque le processus de la désignation justement pour s'appuyer sur une disposition mal interprétée de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et là, vous prenez la personne qui a été choisie en violation de tout le bon sens, tout ce qu'il y a comme principe de la désignation, vous imposez cette personne à toute la population. Moi, je me dis, M. Félix Tshisekedi se trompe d'époque. Si Mobutu a eu la chance d'avoir de régner pendant 32 ans dans la dictature, il doit savoir qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont capables de se sacrifier même pour que la dictature ne soit plus restaurée dans ces pays. Et donc, devant toute cette réalité, étant donné déjà il a la maîtrise de la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution, étant donné qu'il a eu à manipuler tout le monde pour imposer M. Denis Kadima à la tête de la CENI, et aujourd'hui, au regard de la gestion calamiteuse qu'il veut nous imposer, moi je crois personnellement que M. Félix Tshisekedi, rester là, c'est défier tout un peuple. Et donc nous devons tous conjuguer nos efforts. Je ne dis pas que M. Kabila n'a rien à faire. Il peut poser des actes en tant que FCC à son niveau. Mais on n'est pas obligé de coexister avec M. Kabila au niveau de la sphère Blamouka. Personnellement, je vois qu'il faut que tout le monde puisse mutualiser ses efforts et pousser M. Félix Tshisekedi en retraite anticipée. Sinon, parce que je l'avais déjà dit plusieurs fois ici dans votre plateau, que M. Félix Tshisekedi veut nous amener dans une sorte de délire de gouvernance. Si vous trouvez déjà, par rapport à la gestion de finances publiques, les dépassements budgétaires. L'IGF a dit que c'était pas un péché. Hein, non, mais l'IGF n'est pas un modèle.
Vous l'avez... L'IGF n'est pas un J'étais à la modèle. conférence de presse de l'IGF. Non, mais c'est qu'il a dit, c'est une aberration. Apparemment, il n'a aucune notion sur les finances publiques. Il a dit que c'est une pratique dans la gouvernance et dans la gestion des finances publiques qui n'était pas à réprimander. Une pratique qui n'est pas normalisée. Il a dit qu'il ne faut pas réprimander ça. Non, mais c'est ça son côté ridicule. Il se comporte en militant et fort malheureusement en militant des seconds rangs. Ça, c'est quand même décevant. Vous savez, nous autres, nous avons fait 5 ans à l'université. Lorsqu'on vous parle de budget, il y a des lignes de crédit. Lorsqu'il y a dépassement, alors que les autres n'ont pas consommé leur crédit, il y a détournement. Les détournements, c'est le fait de prendre l'argent qui était destiné à l'agriculture et de financer le voyage de M. Félix Tshisekedi. C'est ça les détournements. Lorsque vous prenez l'argent qui était destiné à une autre rubrique et que vous le consommez pour une autre rubrique, c'est ça les détournements. Est-ce que vous savez que José Makila, qui était, je crois, gouverneur de l'Équateur, il a été limogé justement pour avoir pris l'argent qui était destiné à payer aux enseignants. Il a construit un bâtiment pour l'État. Il y a un jugement. Il a été condamné. Qu'est-ce que lui entend? Et d'ailleurs, lui, il est mal placé. Vous savez que c'est un militant de l'UDPS. Non. Non, mais si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. Je lui ai posé la question. Il m'a dit celui qui a la preuve de sa carte, comme dans non, mais les partis. c'est ça son côté ridicule. Qui les balance. Non, mais attendez, il dit qu'il a toujours été fonction publique. Non, et vous le savez. Ridicule. Qu'un fonctionnaire ne peut pas appartenir à un non, mais parti c'est politique. ça son côté ridicule. Tous les membres de partis politiques n'ont pas nécessairement des cartes. Les sympathisants n'ont pas des cartes. Est-ce que tous les membres de ont des cartes? Mais s'il n'est pas membre de l'UDPS, comment est-il arrivé à être Dirkaba du ministère de l'économie? N'est-ce pas, c'était sur la liste de l'UDPS? Il veut demander quelle preuve? Et son comportement démontre déjà que c'est un militant de l'UDPS. Sur base de quelles données statistiques? Sur base de quoi lui arrive à faire ce qu'il fait là? Sur base de quel texte que lui peut nous dire aujourd'hui, lorsqu'il y a il y a dépassement, il n'y a pas détournement? Comment lui, en tant que scientifique, peut-il nous démontrer qu'il n'y a pas eu détournement? C'est ridicule. Il a dit que c'est pour des besoins d'urgence, on prend. Il a donné une explication. Non, mais les randoms, c'est une loi, c'est un mécanisme de gestion. Lorsque vous constatez qu'il y a un besoin criant au niveau de la gouvernance, eh bien, vous faites la loi rectificative. Il faut d'abord changer parce que le budget, c'est une composante de toute une loi. Il doit consulter la loi financière. Si lui peut justifier les dépassements budgétaires. Parce que dans le mécanisme de finances publiques, pour que vous puissiez ponctionner dans une autre rubrique, il faut qu'il y ait une loi. Il y a une autorité budgétaire que l'on appelle le Parlement. Ce n'est pas à la présidence de décider sur comment il va consommer les crédits. Non, mais ça c'est une aberration. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que la Cour constitutionnelle fasse bien son travail. Parce que si c'était la Cour constitutionnelle, on allait vous dire déjà à partir de la loi sur la réduction de comptes qu'il y ait des dépassements et on allait éventuellement sanctionner le responsable. Fort malheureusement, dans ces pays atypiques, on ne veut pas que les structures fonctionnent normalement pour occasionner les détournements. Ça, c'est une aberration. Sincèrement, je suis convaincu que tous les professeurs qu'ils ont eu à nous enseigner sur les finances publiques ont compris que ces messieurs n'est pas sérieux. Sincèrement. C'est quand même décevant de la part d'un prétendu scientifique dire ça. Bon, revenons sur ce qu'on disait sur la marche du 6. Augustin Kabouya a lancé un défi. Il dit, puisque on veut aller dans la rue, on veut faire un rapport de force, l'UDPS va aussi aller vers la démonstration. Vous serez peut-être dans la rue le 6, l'UDPS reviendra peut-être le 10. Est-ce que vous comprenez cette dialectique des combats et de positions dans la rue avec le parti au pouvoir? Je crois que vous l'avez déjà pris en charge. Il doit suivre votre vidéo. Vous l'avez vraiment crucifié. Ça, c'était déjà quelque chose de très fort. Vous savez, c'est quand même décevant. Les gens qui sont nés dans la rue, qui sont au pouvoir, mais ils se comportent toujours en homme de la rue. Le pouvoir a plusieurs instruments que les autres n'ont pas. La meilleure manière d'agir pour le pouvoir, c'est de poser des actes, c'est de présenter les bilans, ce n'est pas de présenter les biceps. Je ne vois pas l'UDPS aujourd'hui faire face à toutes ces forces qui veulent se mettre ensemble sans moyens de l'État. Comment lui, qui est déjà excessivement impopulaire, arrivera-t-il à mettre en place un mécanisme de mobilisation sans moyens pour que les gens puissent venir répondre et soutenir leur propre malheur? C'est quand même un parti champion de la rue, hein? N'oubliez pas, pendant 32 ans. Je vous dis que vous ne connaissez pas l'UDPS. Je l'ai constaté, la plupart des Congolais ne connaissent pas l'UDPS. L'UDPS, c'est comme un bandit.
Bon, je ne dis pas que l'UDPS c'est un bandit. L'UDPS c'est comme un bandit qui terrorise tous les quartiers. Quand vous êtes seul, il peut vous terroriser. Mais si vous êtes ensemble, si vous vous mettez tous ensemble, il ne représente pas grand-chose. Si l'UDPS était réellement un parti qui maîtrisait la rue, on allait voir l'Assemblée nationale être gérée par l'UDPS. On allait voir dans tous les démembrements du Kasaï, voir les députés de l'UDPS, même les députés provinciaux. On allait voir l'UDPS aller rafler pratiquement la moitié du Sénat. On allait voir l'UDPS s'est constitué ne fût-ce que de 10% des sièges au niveau du Parlement. L'UDPS a Mouto à Vimbara à bateau. Mais n'a qu'à dire rien. Ils n'ont rien du tout. Ils ne peuvent pas aujourd'hui mobiliser sans moyens. C'est impossible. Impossible. Même les membres, le militant de leur parti ne répondront pas à son invitation. Vous voulez que la population sorte dans la rue pour soutenir le RAM? Vous voulez que la population sorte dans la rue pour soutenir l'incapacité de M. Félix Tshisekedi et sa bande de desservir les gens de l'eau potable et de l'électricité? Qui va soutenir son propre malheur? Qui? Non, mais ils n'ont aucune force. S'ils pouvaient jouer sur quelque chose, c'est de résoudre le problème quotidien de la population. Ils sont incapables d'être des opposants, ils sont incapables d'être du pouvoir, ils sont bons à rien. Alors, nous devons maintenant chercher à résoudre ces problèmes. Parce que, ce qui est vrai, c'est pas vrai, tout ce que vous voyez de l'UDPS, ça se joue dans le psychique de Congolais. Ils se sont créés un mythe. Ils sont grands. Mais vous les quantifiez, vous les mesurez sur base de quoi? Je doute fort que l'UDPS a 30 députés. S'ils n'ont pas 30 députés, c'est-à-dire qu'ils représentent combien de pourcents? 6%. 6%. Même Bahati est plus puissant qu'eux. Non, ils vont justifier ça. Hein. C'est Kabila qui s'est organisé pour qu'ils n'aient pas des députés. Hein. Non, mais voilà. Si Kabila avait le pouvoir de leur interdire d'avoir des députés, reconnaissez que Kabila avait aussi le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que le processus électoral, c'était dans un même cycle. Ce sont les mêmes membres de la CENI qui ont eu à publier les résultats et de la présidence et de 2 autres députations. Si Kabila était capable de donner aux gens la députation nationale via Nanga, il était aussi capable de faire de M. Félix Tshisekedi président de la République sans avoir bénéficié du suffrage de la population. Allez, Bolodja, vous parlez du président Tshisekedi. Qu'est-ce que vous allez dire de ces voyages? On a vu un peu pour vous répondre, les communicateurs de l'UDPS nous diffuser à fusion les photos du président à Rome. Moi, je vous ai reçu plusieurs fois ici, en train de vous moquer pratiquement de lui, qu'il a été aux États-Unis. Biden ne l'a pas reçu. Un jour, vous avez dit qu'il a été reçu par un petit sénateur, je crois. Ça vous inspire quoi, ces images-là? Beaucoup ont dit, allez, voilà maintenant l'intimité, le rapprochement entre M. Tshisekedi et M. Joe Biden. Bon, je ne me souviens pas d'avoir dit que M. Félix Tshisekedi, bon, probablement, je peux me tromper. Mais moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis que tous les présidents africains doivent être impérativement reçus par le président américain et autres. Donc les photos que vous avez vues à Rome là ne disent rien. Mais ce qui est vrai, ils ont beaucoup investi pour qu'ils soient reçus. Parce que d'abord, lui-même a dit qu'il vivait grâce au voyage. C'est grâce au voyage qu'il s'est constitué un revenu. C'est ce qui lui permettait d'effectuer tout ce qu'il y a comme dépenses de sa vie, tout ça. Et deuxièmement, il veut assez que l'image de marque du pays soit vendue. Et fort malheureusement, il a déjà une mauvaise approche. Nous sommes africains. Nous avons besoin de notre dignité. Notre dignité ne passera pas impérativement par le fait que nos présidents sont reçus par les Occidentaux. Moi, j'ai vu, comment il s'appelle, l'ancien président ivoirien qui a dit clairement, Gbagbo l'a dit clairement, quand il est arrivé là-bas, il pensait qu'il était considéré. Il marchait sur les tapis rouges, on les recevait à l'Élysée, et lui pensait que c'était ça la vie. Et pourtant, ces gens-là s'est moqué de lui. Le problème du Congo n'est pas de voir un président constituer son album photo. Non! Nous n'avons pas besoin d'avoir un artiste ou un spécialiste en selfie. Ce n'est pas ça notre souci. Il peut prendre les photos avec tout le monde. Avec les acteurs de cinéma, avec les musiciens, avec tout. Mais quel est le résultat? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Est-ce que vous avez déjà vu, ne fût-ce qu'un cambiste?
Turcs venir investir chez nous? Qu'est-ce que lui nous apporte? Et lorsque vous brandissez la photo à lui et qui, mais c'est fait dans quel cadre? Il n'a pas été reçu à la Maison Blanche. Ils se sont croisés. Et les échanges là ne vont rien profiter à la République. Parce que ce qui attire les investisseurs, ce n'est pas les photos. Ce ne sont pas les photos qui vont attirer les investisseurs. Il faut d'abord assainir l'environnement des affaires au niveau interne. Il faut assainir l'environnement politique pour que le pays soit cette fois-là fréquentable. M. Félix Tshisekedi est déjà un obstacle. Quel est cet Américain sérieux qui peut prendre le risque de venir investir là où M. Félix Tshisekedi est présent? Ça, ce n'est pas le prendre au sérieux. C'est vrai, ils peuvent balancer sur les réseaux sociaux, nous le voyons. Ils disent non, voilà, il a été reçu, et justement parce qu'il y avait aussi notre vidéo qui démontrait que, comment il s'appelle, Macron ne l'a pas salué. Ça, ce sont de faux débats. C'est vrai que M. Félix Tshisekedi, par moment, il était trop agité pour rien. Il pouvait attendre, voir comment il pouvait être salué, et ce n'est pas ça ce que nous attendons. Nous avons institué la présidence de la République ou l'institution président de la République justement pour permettre à ce que les institutions fonctionnent normalement. Pour que nous arrivions effectivement à redynamiser le fonctionnement de l'État et à permettre à ce que nous atteignions le mieux-être. Nous sommes en compétition au niveau international. Il y a des pays qui profitent de nous. Et nous devons réfléchir, développer notre intelligence pour que nous arrivions effectivement à nous imposer dans cet espace-là. Nous avons un fort potentiel. Nos ressources permettent à d'autres économies de vivre et de survivre d'ailleurs. Mais de l'autre côté, ce que nous sentons, c'est l'absence d'un management transformationnel. Mais ce fait, c'est qu'il c'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à transcender ses égos, à voir l'avenir du Congo. Lui, il ne voit que ses photos. Oh, mais franchement, ça c'est quand même décevant. Bon, s'il a besoin de se constituer des albums, il risque de prendre des photos avec n'importe qui. Pardon. Non mais vous pensez que je ne peux pas les démontrer? Non mais retirez le Gambali Babé. Non, je n'ai pas ces temps-là. Non. Je n'ai pas ces temps-là. Je n'ai pas ces temps-là. Au moins, Moussala qui est journaliste, et comme il va infiltrer, comme il va boyer. Le bâté, non. Allez, il y a une émission, Perrault, quand il a posé des questions, lui a créé des problèmes là-bas. Je n'ai pas ces temps-là, je n'ai pas cette culture-là. Il y a retiré. Je n'ai pas ces temps-là. J'ai réfléchi avant de dire. Et ce que j'ai dit, je n'ai violé aucune disposition de la loi. Aucune. Tu dis de ton président Kazali Babé. À démontrer. Ramezali Babé. Grève à enseignant, on a li Babé. L'hôpital Bobengo Rolobani, aux opposants. Et combien de fractions? Oh, sur mesure, il y a Félix Tshisekedi. Et comme université, c'est pas comme ça. Je n'ai violé aucune disposition de la loi. Moi, je n'ai peur que de la loi, pas des individus. Donc tu ne retires pas? Non, mais retirer quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal là? Ah, bon. J'aurais dit quand même, hein? J'aurais dit. Moi, je ne retire pas. Ok. Alors en politique, restons plutôt en politique parce qu'on y était déjà. Je sais qu'on a une union sacrée, mais qu'est-ce que tu dis de cette guerre? Délis Sesanga a annoncé son départ hier. Je le félicite. Et Katumbi qui hésite encore, qui dit qu'il consulte. Lui, il ne mérite même pas ma confiance. C'est-à-dire? Je le félicite, c'est Délis Sesanga. Vous savez, il faut d'abord reconnaître que nous ne nous battons pas pour nous. Nous nous battons pour les changements. C'est vrai qu'il y a des gens parmi nous qui veulent se faire de la santé, une santé financière, qui veulent avoir l'argent, qui veulent avoir de l'estime. Mais ce qui est vrai, lorsqu'on fait la politique, on fait la politique pour les autres. Ce que M. Délis Sesanga a fait, c'est encourageant. Donc vous encouragez tous les Congolais à quitter l'Union sacrée? Non, mais effectivement, mais ça c'est une malédiction. Ça c'est un pouvoir cancérogène. Non, mais je vous dis, attendez. Vous savez, les gens se sont investis pour qu'il y ait changement. On n'avait pas besoin seulement d'un changement en termes d'individus. On avait aussi un changement en termes de pratiques de gouvernance. Tous ceux qui se sont laissés emballer, qui sont partis soutenir M. Félix Tshisekedi, cette fameuse vision inconnue de tout le monde et soutenue par ceux qui prétendent être de l'Union sacrée, pensaient que M. Félix Tshisekedi avait effectivement le souci de faire échec à ces systèmes créés par M. Kabila. Mais ils se sont rendus compte que le système demeure. Tous n'ont fait que combattre la personne du dictateur qui était Kabila. Mais personne n'a combattu la dictature. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'est pas seulement un despote,
il devient un tyran. Les consciences qui sont là, dans l'union sacrée, ne vont pas l'accepter. Moi, je connais M. Denis Sesanga, c'est quelqu'un qui est intelligent et apparemment stable dans son combat par rapport à la philosophie qu'il s'est fait. Il commet par moments de mauvais calculs, mais ce qui est vrai, il n'acceptera jamais d'accepter ce que lui a combattu chez Kabila. Il ne peut pas soutenir ce que lui a fustigé chez Kabila. Ça serait déjà antinomique. Il risque de soutenir ce que lui-même a combattu. Ils ont combattu la dictature, c'est ce que nous voyons. La gabegie financière, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Imposer aux députés d'accepter des choses qu'eux ne peuvent pas accepter, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Mais c'est ça, est resté constant, bien qu'ayant soutenu l'axe du mal. Quand il se décide de quitter, moi je dis effectivement, il n'a pas quitté le corps, il n'a pas quitté l'idée, mais il a quitté le corps. Il reste avec sa pensée. Il soutient l'idée de voir un pays démocratique au cœur de l'Afrique. Il soutient un pays qui est bien géré. Ça, je suis d'accord. Mais quand au reste, les Mende et consorts, ils ne vont pas quitter. Parce qu'eux ne se battent pas pour des valeurs. Ils se battent pour le positionnement, pour l'argent. Non, mais Katumbi, vous lui direz quoi? Que sa place n'est plus là-bas? Non, mais Katumbi il n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Je ne comprends pas pourquoi doit-il consulter les gens pour quitter l'union sacrée alors que la ligne rouge a déjà été franchie. Vous savez, sur moi, j'ai un principe. Avant de sommer, avant de mettre en garde mes enfants, j'ai réfléchi à 2 fois. Quand j'ai dit, si tu fais ça, je te tape, je te tape. Ça, ce n'est pas parce que je vous aime pas, non. C'est pour faire respecter ma parole. Lorsque je dis que tu n'as pas le droit de faire ça, si tu fais ça, je te tape et que tu le fais, je dois te taper. Pas pour te faire du mal, mais justement pour justifier ce que j'avais dit. C'est ce que lui doit avoir comme attitude. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des gens, bien que moi personnellement je ne crois pas en son combat, mais c'est qu'il y a des gens qui ont soutenu ce qu'il a dit. Les gens étaient même prêts à l'accompagner. Et aujourd'hui, je vous apprends, M. Katumbi ne quittera pas l'union sacrée. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il a dit qu'il va donner sa position. Vous avez des éléments, il ne va pas quitter. Non, mais il ne va pas quitter. Il faut suivre France 24 aujourd'hui, le matin. Sincèrement, je vois que c'était une manière pour lui de faire pression, n'est-ce pas, à son partenaire, M. Félix Tshisekedi. Et probablement qu'il va obtenir ce qu'il a voulu avoir. Et au finish, il va rester là. Mais son plus grand problème, c'est quoi? Je vous l'avais dit l'autre fois. Il cherche à le faire partir, mais il ne partira pas avec tout ce qu'il a amené. Il faut que lui et M. Félix Tshisekedi puissent partager les butins en 2. Il prend une partie, il part avec, et le reste vont rester. Il y a des gens au niveau de l'ensemble qui ont déjà été, je ne dirais pas achetés, qui ont déjà été faticisés. C'est comme le ministre des Affaires étrangères, je ne le vois pas suivre monsieur Moïse Katumbi. Lutundula. Il ne va pas le suivre. Les ministres du plan, Christian Mwando. La plupart d'entre eux ne vont pas le suivre. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un problème. Lui, il doit faire le choix. Il ne doit pas s'accrocher sur le nombre, le poids numérique, son poids numérique au niveau des institutions. Non. Il a plus à gagner en quittant Félix Tshisekedi aujourd'hui. Parce que s'il s'accroche sur le nombre des députés, il risque de tout perdre. M. Félix Tshisekedi ne pourra pas être président de la République sans tricher. Et quand il va tricher, s'il a le pouvoir de tricher, il va d'abord tricher pour l'UDPS, il ne va pas tricher pour l'ensemble. Il cherche à avoir la majorité au Parlement, sans les autres. Il y aura plus de députés de l'UDPS que de l'autre parti. Il doit chercher à fragiliser Moïse Katumbi pour survivre. La vie de M. Félix Tshisekedi en 2023 dépend de sa capacité à maîtriser tous ses partenaires et même ses ennemis. C'est ça sa stratégie. Et pourquoi M. Moïse Katumbi veut accompagner sa propre mort? Pourquoi? Il doit faire le choix, il doit quitter M. Félix Tshisekedi. Quelles que soient les conséquences, il doit quitter. Il peut perdre les députés, mais il gagnera en population. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au niveau du Grand Katanga, il y a un problème de leadership? Le vieux Kyungu n'est plus là. Il peut récupérer la popularité. Mais il doit investir en la population et non aux députés. Il peut s'en passer. Il gagne quoi avec ces députés-là? Il doit faire le choix entre la popularité et l'influence au niveau institutionnel. Il doit voir l'avenir.
Et l'avenir apparaît sombre dès lors que lui-même n'est même pas capable de faire le choix entre quitter et rester. C'est quand même décevant. Allez, on va peut-être terminer cette émission en évoquant, on est vers la 45e minute, on va prendre le dossier Matata. Vous étiez contre à un moment donné, vous avez dit que Matata était un bon Premier ministre, mais son procès s'est quand même ouvert à la Cour constitutionnelle. C'est ça l'état des droits. Justement, l'IGF a dit que plus de 200 millions de dollars américains auraient pris une destination inconnue et la justice est saisie de l'affaire. Matata a été devant son juge naturel il y a une semaine. Bon, je ne me souviens pas avoir dit qu'il était bon Premier ministre, mais j'ai dit il est parmi les deux qui ont pu faire mieux que les autres. Il y a lui, il y a Mouzitou, les deux premiers ministres que moi, personnellement, je peux coter 4 sur 10. Voyez-vous, parce qu'ils ont pu quand même faire quelque chose, contrairement aux autres qui ne peuvent avoir que 0,5 ou 2. Mais je ne vois pas un autre premier ministre en dehors de ces deux-là qui ont pu faire mieux qu'eux. M. Mouzitou a eu à travailler avec M. Matata pour arriver à effacer plus de 9 milliards de dettes. En économie, ça c'est un exploit. Ils ont pu faire basculer, faire partir notre budget de 800 et quelques millions à 3 milliards, 5 milliards de dollars. Ça, c'est quelque chose de positif. Ils ont pu faire partir, amener notre taux de croissance jusqu'à 9,5. On a frôlé pratiquement 2 chiffres. Ça, c'est quelque chose à soutenir. Mais ils avaient aussi des faiblesses. Mais ce qui est vrai, M. Matata n'est pas en train d'être jugé du fait d'avoir détourné l'argent. Non. C'est justement parce qu'on veut le voir en prison. C'est un procès politique. Non, mais effectivement, parce que si vous prenez les éléments qui ont tous ces dossiers, vous commencez d'abord par rapport au premier dossier. C'était Boukangalonzo, non? Ils sont arrivés, ces fameux IGF a fait son rapport, parce qu'il ne faut pas oublier que l'IGF, c'est un militant de l'UDPS. Je tiens à vous rappeler, parce qu'apparemment, vous risquez de l'oublier. Monsieur IGF a reçu mission de créer un dossier contre Matata. Ils ont pris le dossier Boukangalonzo et fort malheureusement, dans la plupart de leurs interventions, ils ne maîtrisaient même pas le montant. On parlait de 8 milliards 500 millions, on parlait de 285 millions, on parlait de 147 millions. Ils ont eu à présenter plusieurs données justement parce que les enquêtes étaient encore en cours. Mais ils avaient déjà mis à la place publique les informations. Ce qui est surprenant, lorsque ils ont commencé à boutiquer leur affaire, ils sont allés déposer leur rapport au niveau de la Cour de cassation. La Cour de cassation s'est déclarée incompétente. On a pris le dossier et pourtant il y avait déjà l'indialoliste qui faisait la promotion en disant non voilà, l'IGFAI a fait un grand travail, il a déposé au niveau de la Cour de cassation et on leur a dit attention, votre démarche apparaît déjà biaisée. Eux-mêmes, ils ont pris le dossier, ils ont ramené au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, au regard des informations qu'on a eu à nous fournir, nous a dit qu'il fallait convoquer le Congrès pour mettre en accusation M. Matata Ponyo parce qu'on aurait cristallisé le fait pendant qu'il était Premier ministre, donc il ne peut être jugé que par la Cour constitutionnelle, mais au regard des dispositions de la Constitution dans son article 166, si je ne m'abuse pas, il fallait que le Congrès soit réuni pour lever les immunités de Matata. Matata Ponyo est poursuivi comme sénateur et comme Premier ministre à la fois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un problème de connaître qui est son juge naturel. S'il est comme sénateur, c'est la Cour de cassation, mais est-ce que la Cour de cassation est compétente pour juger sur la gestion au quotidien d'un gouvernement? S'il doit être jugé comme Premier ministre, aujourd'hui, pourquoi avoir demandé au bureau du Sénat de lever les immunités? Ce qui veut dire que tous ces éléments-là mis ensemble démontrent à suffisance que tout ce qui s'est fait avec la poche. Ça ne se fait pas avec la tête. Et ce qui est encore très grave, très grave. On nous dit, non voilà, le fait seulement que la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée, on va les juger, et en les jugeant, on va mettre en évidence sa responsabilité dans le détournement de fonds. Mais le détournement de fonds, c'est bon, mais il y a eu combien de ministres qui ont intervenu sur ces dossiers-là? Pourquoi doit-on commencer par le Premier ministre qui a une responsabilité conceptuelle au regard de l'article 93 de la Constitution? Chaque ministre est responsable de son département.
lorsque vous dites qu'il y a eu détournement, les détournements, c'est sur base d'un projet. Mais ces projets-là dont on parle, il y a eu des axes qui ont détourné et dans quel axe? On a détourné l'argent de quoi? C'était destiné à faire quoi? Non, mais la justice va le dire, non? Le procès le dira, non? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Le procès... Non, mais moi, je ne crois pas à cette justice. Sincèrement, je suis désolé, je ne crois pas à cette justice caporalisée. Aujourd'hui, nous constatons que la Cour constitutionnelle, qui est supposée maîtriser la Constitution mieux que quiconque, a eu à commettre des erreurs sur le juge naturel, sur la procédure de la mise en accusation, sur le qui devait juger M. Matata. Je comprends qu'il y a des faiblesses au niveau de la Constitution, justement, parce que la Constitution n'a pas prévu le mécanisme de juger un ancien Premier ministre. La Cour constitutionnelle ne peut juger, au regard de l'article 164, 165 et 166, et même 167 de la Constitution, ne peut juger que le président de la République en fonction et le Premier ministre en fonction. D'où tire-t-elle cette compétence de juger un ancien Premier ministre? Qui lui a donné ces pouvoirs? Parce que dans la Constitution, la compétence est d'attribution. Lorsque la Constitution ne vous dit pas, ne vous donne pas la latitude de juger un ancien Premier ministre, vous n'avez pas le droit de faire le colmatage. On dit non, voilà, par le fait que au niveau pénal, le fait seulement qu'il y a eu ça, il devait faire... Non, mais c'est pas comme ça. Qui leur a donné ces pouvoirs-là? Et devant cette réalité, moi personnellement, je comprends que le pays est mal parti. Au lieu d'avoir le courage de présenter une nouvelle constitution justement pour nous permettre de couvrir ou d'extirper les écueils que nous constatons dans la constitution, on fait le forcing. Et à la fin, il y aura un jugement. Il sera condamné à plus d'une année et fort malheureusement, l'argent de la République ne sera pas restitué. Je comprends déjà qu'ils avaient déjà visé l'université, l'hôpital, l'école pour qu'ils ne comprenaient pas comment un privé pouvait avoir autant d'infrastructures, autant de structures, alors que l'État en manquait. Ils vont prendre ces écoles, et cette école, l'université et l'hôpital, donner à l'État, la gestion de l'État, et certainement que dans 5 ans, 10 ans, cette université ne représentera plus grand-chose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte de la dangerosité du pouvoir de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi veut nous amener dans une politique polluée, avec son système. Il veut nous amener à cette aventure de la justice, une justice caporalisée. Mais au même moment, il y a aussi d'autres dossiers qui sont pendants, mais qui ne veulent pas être mis en surface. Ne me dites pas que M. Bahati Lukwebo était un saint. Et pourquoi lui n'est pas poursuivi? C'est justement parce qu'il est en relation de sainteté avec M. Félix Tshisekedi. Et devant cette réalité, je crois, la solution reste l'article 64. Allez, on va finir cette émission. 48 minutes, 50 minutes pratiquement. Finissons. Mais un mot quand même sur la toute dernière interview du cardinal Ambongo. Il dit qu'il est en insécurité dans son propre pays. Ça vous scandalise, ça? Vous vous dites quoi? On est tombé trop bas, c'est pas normal? Non, mais ce qu'il a dit, il n'y a rien de surprenant. Vous savez, tout le monde est en insécurité. Même M. Félix Tshisekedi est en insécurité. Lorsqu'il n'y a pas de sécurité au niveau de la justice, tout le monde est en insécurité. Tout le monde peut vous attaquer à tout moment. Moi, j'ai vu des bandits attaquer les syndicalistes. Ils sont aussi en insécurité. Dans la partie est, c'est des gens qui meurent chaque jour. Aujourd'hui, à Kinshasa, tout le monde vit dans la terreur. Il y a des milices qui se sont organisées justement pour chercher à étouffer le point contraire à M. Félix Tshisekedi. Tout le monde est en insécurité, mais nous devons plus investir pour que nous soyons tous en sécurité. Bien que l'insécurité zéro n'existera pas, mais au moins que l'on sente qu'effectivement, il y a possibilité de sécuriser ceux qui doivent être sécurisés. Allez, Molodja, voilà. Merci d'être venu nous voir. Et les belles, votre veste, j'ai beaucoup aimé. Hein? Oui, oui. C'est un don? C'est un couturier particulier? Je ne suis pas sapeur. Pauvre couturier, je donne l'occasion à votre habillé de faire votre publicité. Voilà qu'il refuse. Bon, merci. Si c'était l'Ondolé, j'allais en parler. Surtout que c'est votre sœur de l'Équateur. Judith Londolé qu'on salue avec sa boutique La Londoloise, elle qui nous habille encore ce matin. Allez, Molodja, merci beaucoup. Merci à vous. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Allez, bonsoir chez vous.
vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.